Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à Samuel Paty, un enseignant d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique qui a été assassiné le 16 octobre 2020. Avant de lui rendre hommage, il semble important de revoir la chronologie des faits qui ont mené à cet assassinat. Samuel Paty enseignait à Conflans-Sainte-Honorine en Île-de-France. Le 5 octobre, dans le cadre du programme, il fait un cours sur la liberté d'expression. Il montre des caricatures publiées par Charlie Hebdo et propose aux élèves qui pourraient être choqués de sortir de la salle ou de fermer les yeux. Le 6 octobre, il fait le même cours dans une autre salle. Une de ses élèves, qui était absente lors de ce cours, accuse Samuel Paty d'avoir été discriminant envers les musulmans de la classe. Le 7 octobre, le père de cette dernière publie sur son compte Facebook un récit du cours dans lequel il dénonce le professeur et demande son exclusion de l'éducation nationale. Ce père d'élève est reçu par le chef d'établissement. Il vient accompagné par quelqu'un qui se présente comme un imam et qui s'avère être un militant islamiste connu. Le lendemain, le père d'élève réitère ses attaques par une vidéo dans laquelle il traite le professeur de voyou en donnant son nom et le nom du collège. Il appelle à la mobilisation et porte plainte pour diffusion d'images pornographiques. La vidéo devient virale et certains commentent en disant que ce n'est pas un professeur, ce n'est même pas un animal. En réaction, Samuel Paty porte plainte pour diffamation. Mais cela n'empêche pas l'apparition d'une nouvelle vidéo le 12 octobre qui est diffusée sur YouTube. Parmi la communauté de haine qui se forme autour de Samuel Paty sur Internet, un jeune homme d'origine tchétchène se rend à Conflans-Sainte-Honorine. Il se fait désigner l'enseignant par des élèves et le décapite. Après avoir revendiqué cet assassinat en publiant une photo sur les réseaux sociaux, il est abattu par la police lors d'un affrontement. Pour résumer la situation, nous avons donc un enseignant d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique qui a été assassiné car il a montré des caricatures du prophète. Une action qui est proscrite dans l'islam. Il semble donc important de rappeler ce que dit la loi française au sujet de la laïcité, de la liberté d'expression et du droit au blasphème. La laïcité en 3 minutes, ou presque. En France, depuis 1801, l'État était lié aux églises par le Concordat. Au cours du XIXe siècle, cela provoque une scission entre une France favorable à la domination de l'Église catholique et une France républicaine indifférente aux convictions des citoyens. Les républicains finissent par l'emporter et créent notamment l'école laïque en 1882. Mais l'un d'entre eux, Émile Combes, défend un contrôle des cultes et s'oppose fermement aux religions. En 1902, alors qu'il est chef du gouvernement, 2500 établissements scolaires catholiques sont donc fermés. En réponse, le Vatican rompt ses relations diplomatiques avec la France en 1904. Le Concordat devient caduc. La nation est alors profondément divisée et la situation est explosive. En 1905, la séparation des églises et de l'État est l'occasion de débats houleux à l'Assemblée nationale. Émile Combes et ses partisans défendent une laïcité visant à éliminer la religion de l'espace public et à contrôler les cultes. Tandis que d'autres députés républicains, menés par Aristide Briand, défendent une loi de compromis respectueuse des libertés individuelles et séparant strictement l'État des cultes. La conception de Briand finit par l'emporter et les parlementaires votent à la majorité la séparation des églises et de l'État. Le texte adopté est une loi d'apaisement qui met fin à un siècle de conflits. La République laïque repose sur 4 piliers qui découlent de cette loi de 1905, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution de 1958. Le premier pilier, c'est la liberté. Les citoyens sont libres de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de ne plus en avoir, et de l'exprimer chez eux, mais aussi dans l'espace public, dans la limite du respect de l'ordre public. Ils sont donc libres de porter un voile ou une croix dans la rue, une kippa pour aller voter à la mairie ou un turban sikh dans le métro. Deuxième pilier, la séparation des églises et de l'État. Les cultes n'interviennent pas dans la gestion de l'État et la loi n'émane que du peuple. Réciproquement, l'État n'intervient pas dans l'organisation interne des cultes. Troisième pilier, la neutralité de l'État. Elle concerne les agents de l'État et du service public, mais pas ses usagers. Par exemple, les policiers, les juges ou les enseignants ne doivent montrer aucune appartenance. Mais neutralité ne veut pas dire indifférence. Le ministre de l'Intérieur peut entretenir des relations avec les représentants des cultes. Dernier pilier, l'égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et le service public, quelles que soient leurs convictions. Finalement, la laïcité permet à chacun d'exprimer librement ses convictions dans le respect de la loi et des autres. Cependant, la République laïque reste ferme à la fois contre les dérives intégristes contraires à la loi, mais aussi contre ceux qui appellent à la haine des religions et des croyants. Presque facile. Mais 2 lois récentes prêtent souvent à confusion.
En 2004, une loi interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou de tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Toutefois, les élèves peuvent porter des signes religieux tant qu'ils sont discrets. Cette loi vise à préserver les enfants des pressions, y compris de leurs camarades, afin qu'ils puissent ensuite faire leur propre choix. Mais elle ne concerne pas l'école privée ni l'université dont les étudiants sont majeurs. Elle ne concerne pas non plus les parents d'élèves ni les intervenants extérieurs, comme ceux de la Fondation Abbé Pierre ou de la Croix-Rouge. La loi de 2010 prête elle aussi à confusion. Elle interdit de dissimuler son visage dans l'espace public, c'est-à-dire de porter un voile intégral, un casque de moto, une cagoule, etc. Mais cette loi ne se fonde pas sur le principe de laïcité. Elle a été écrite dans un objectif de sécurité et d'ordre public. Finalement, la laïcité n'est pas une opinion, mais bien le cadre qui les permet toutes. Être laïque, c'est uniquement adhérer à des lois et des principes. On peut donc être chrétien et laïque, athée et laïque, musulman et laïque, juif et laïque, etc. Comme on vient de le voir, la laïcité est un des 4 principes sur lesquels repose la République française. La laïcité française ne lutte pas contre les religions, bien au contraire, elle vise à garantir le libre exercice des cultes. La liberté d'expression occupe aussi une place très importante dans la République française. En effet, dans sa devise, on retrouve les concepts de liberté, égalité et fraternité, et cette liberté est constituée d'un ensemble de libertés individuelles et collectives dont dispose chaque citoyen. La liberté d'expression figure parmi ces libertés. Cette liberté d'expression est défendue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le texte de référence sur lequel s'appuie notre Constitution. Dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la liberté d'expression est définie de la manière suivante. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Enfin, il reste la question du droit au blasphème. Le petit Robert définit le blasphème comme une parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré. Aujourd'hui, le terme de blasphème renvoie donc à une insulte envers la religion. La notion de blasphème a disparu du droit français avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, et le délit de blasphème n'existe plus depuis 1791. Le blasphème n'apparaît donc pas dans la loi française. Ce qui est interdit, c'est l'injure et la diffamation personnelle et directe contre une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance à une communauté religieuse. C'est un délit puni par la loi, au même titre que l'incitation à la haine raciale ou religieuse. Maintenant que nous avons rappelé les faits et maintenant que nous avons vu ce que dit la loi, il semble primordial de comprendre l'importance de faire un hommage à Samuel Paty. Le mercredi 21 octobre, Samuel Paty a reçu de manière posthume la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, qui est la plus haute décoration honorifique en France, vise à récompenser les militaires ou civils qui ont rendu de grands services à la nation française. En donnant la Légion d'honneur à Samuel Paty, on reconnaît qu'il a œuvré pour créer les citoyens de demain. De la même manière, nous allons aujourd'hui procéder à une minute de silence. La minute de silence vise avant tout à montrer l'unanimité. Tout le monde se joint pour penser à la personne, tout le monde consacre de son temps en se taisant, en se tenant debout, afin de prendre conscience de l'action de la personne. C'est donc une forme de respect, une pratique commémorative civile. Et parmi les différents hommages qui lui ont été rendus, on peut mettre en avant la lecture de la lettre de Jean Jaurès qui a été lue lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty dans la cour de l'université de la Sorbonne. Cette lettre de Jean Jaurès avait été publiée dans les colonnes du journal La Dépêche le 15 janvier 1888. Cette lettre s'inscrit dans un contexte historique particulier, celui de la Troisième République et de l'enracinement de la scolarité laïque, gratuite et obligatoire en France. Nous sommes quelques années à peine après les lois Jules Ferry qui ont été votées en 1881 et 1882. Et dans cette lettre, Jean Jaurès rend hommage aux institutrices et instituteurs de France. Il y met en avant le rôle primordial des enseignants dans la formation d'un citoyen éclairé dans une démocratie libre. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français.
et doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain. Alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière et l'émotion de son esprit. Ah, vous serez plus que payé de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence s'éveiller autour de vous. Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Lorsque vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet. Et, ce jour-là, bien des choses changeront. Parmi les nombreux hommages qui ont été faits à Samuel Paty, on peut mettre en avant celui de Robert Badinter, un homme politique français qui a été ministre de la Justice et qui a, entre autres, fait voter l'abolition de la peine de mort en France. C'est un honneur pour moi de rendre aujourd'hui hommage au professeur Samuel Paty devant vous. Samuel Paty a consacré sa vie d'homme à la plus belle des missions, éduquer les jeunes dans le respect des lois et des valeurs de la République en lesquelles il avait foi et pour lesquelles il a donné sa vie. Parmi ces valeurs, la liberté d'expression et d'opinion, y compris religieuse, qui fonde la laïcité, lui était particulièrement chère. C'est donc de cette laïcité que je veux aujourd'hui vous parler. La laïcité dans notre République, c'est d'abord l'expression de notre liberté, car la laïcité permet à chacun de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune selon sa conviction. La laïcité dans notre République, c'est aussi l'égalité entre toutes les religions. Il n'existe pas dans la République de religion d'État ou de religion officielle. Elle les reconnaît toutes et n'en privilégie aucune. La laïcité de notre République, c'est enfin la fraternité. Parce que tous les êtres humains, femmes ou hommes, quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions, méritent une égale considération et appellent un même respect. C'est pourquoi en France, l'école de la République est laïque, car la laïcité garantit à tous les élèves et à tous les niveaux un enseignement consacré au seul culte du savoir et de la recherche
qui forge les esprits libres et ouverts au monde. Honorons donc la mémoire de Samuel Paty, héros de la laïcité.